Bonjour Finlay. Nous sommes le 20 octobre 1723. Un imposant vaisseau de la Compagnie française des Indes orientales, le duc de Bourbon, prend de l'eau dans la rade de Saint-Paul. Si rien n'est fait dans les meilleurs délais, il va sombrer. Pendant que quelques capitaines et officiers de la marine s'affairent désespérément à trouver une solution au sinistre, un jeune et téméraire premier lieutenant propose de se rendre à l'île de France pour solliciter l'aide du Triton, un vaisseau de 500 tonneaux qui y est. Ne vous inquiétez pas, il a fait ses calculs et prévoit déjà qu'il aura le temps de couvrir le trajet aller-retour d'une île à l'autre sans que le bateau en difficulté ait complètement sombré. La grande question, c'est comment compte-t-il s'y rendre ? Il n'y a pas d'embarcation assez rapide et assez sûre pour couvrir les quelques 200 kilomètres séparant l'île de France de Bourbon. Mais c'est mal connaître cet ingénieux marin. Il plante un mât dans un chaland, y déploie une voile et s'élance avec quelques braves hommes en direction de l'Isseur. Le courage, il fallait bien en avoir pour affronter dans une telle embarcation les vents contraires et la mer démontée. Toutefois, l'intégrité du duc de Bourbon en dépendait. L'intrépide lieutenant y arrive le 22 octobre et remet le message adressé au capitaine du Triton qui se rend d'urgence à Bourbon pour son opération de sauvetage. La témérité et le courage du jeune officier lui vaudront d'être promu au rang de second capitaine par la Compagnie des Indes. Son dévouement, son sens de la responsabilité, sa capacité à prendre des décisions, sa poigne de meneur d'hommes et ses relations en haut lieu lui vaudront de grimper d'autres échelons jusqu'à sa nomination en tant que gouverneur de l'île de France et de Bourbon. Et la coïncidence troublante, c'est qu'il débarque à l'île de France du duc de Bourbon le 5 juin 1735 avec sa ravissante épouse Anne-Marie Lebrun de la Franquerie. Toutefois, ce duc de Bourbon est un autre bateau, éponyme à celui qui a contribué à sa réputation. Ah, Finlay, vous l'aurez sans doute deviné, il s'agit là de Mahé de la Bourdonnais. Né à Saint-Malo en 1699, Mahé de la Bourdonnais est l'aîné d'une fratrie de 4 enfants. À 10 ans, il perd son père et embarque comme apprenti marin dans les mers du Sud. Ce sera le début d'un destin hors du commun. Il arpente alors les océans à bord de différents bâtiments, à l'exemple du Saint-Philippe, sur lequel il voyage aux Philippines à partir de 1713 comme enseigne. Puis, il vogue une fois de plus dans les mers du Sud avant de desservir le Levant. Grimpant les échelons, il deviendra lieutenant en second sur le Prosper et premier lieutenant sur le Bourbon pour le compte de la Compagnie des Indes. Ces entreprises participent davantage à sa découverte des Indes où entre 1730 et 1732, il sera même au service du vice-roi du Portugal combattant dans le sillage ces pirates anglais sur la côte de Malabar. Mais en effet, la Bourdonnais n'a pas été qu'un marin chevronné. Il a aussi été un militaire avisé, ingénieux, qui participe en 1725 à la prise de Mayasi en Inde, une ville d'ailleurs qui prendra le nom de Mahé en son honneur. C'est donc un homme de toutes les saisons, un visionnaire hors pair qui prend les rênes de l'île de France et de Bourbon en 1735. Il en assurera les commandes pendant un peu plus de 10 ans. 10 années pendant lesquelles il va orienter le destin des îles Mascareignes, y compris Rodrigue.
En ce qui concerne cette chronique, je vais me tenir à sa contribution à l'île Maurice, l'Île-de-France d'alors. La Bourdonnais y débarque, comme je vous ai dit, le 4 juin 1735 pour repartir sur le bateau à Bourbon 6 jours plus tard. Il va y rester jusqu'au 19 octobre de la même année pour retourner s'installer à l'Île-de-France où il choisit d'élire domicile. Il nomme un comité d'administrateurs pour suppléer à son absence physique à Bourbon. Les deux ports naturels de l'Île-de-France ont sans doute influencé le choix de la Bourdonnais d'y faire son quartier général. Toutefois, la position géographique du pays par rapport aux Indes ne peut être sous-estimée. Aussi, il s'est vite mis à l'ouvrage pour secouer la léthargie de la poignée de colons que comptait le pays pour donner à Maurice ses premières infrastructures, à commencer par celles relevant de sa protection. Ainsi, nous lui devons les casernes qui témoignent encore aujourd'hui de son passage et la poudrière qui a ironiquement été transformée en un haut lieu de paix et de prière, la cathédrale Saint-James. C'est grâce à Maille la Bourdonnais que Port-Louis est devenu chef-lieu du pays. C'est lui qui a agrandi le port et qui l'a doté de ses premières infrastructures, y compris un chantier naval, le premier de la région. À quoi servirait une capitale sans un approvisionnement en eau? Aussi, une des premières initiatives du nouveau gouverneur, c'est de construire un aqueduc de grande rivière à Port-Louis pour y acheminer le vital liquide. Il encourage aussi l'agriculture. D'ailleurs, il va acheter la propriété de son prédécesseur, Nicolas de Maupin, à Pamplemousse et y fera un grand jardin et une maison secondaire baptisée Montplaisir. Cet espace deviendra, quelques décennies plus tard, sous l'intendance de Pierre Poivre, le premier jardin botanique tropical de l'hémisphère sud. C'est Maille la Bourdonnais, avec son partenaire Athanase de Ribretière, qui a commencé l'exploitation industrielle de la canne à sucre. Il ouvrait ainsi la voie à l'avenir économique du sucre roi pour les siècles à venir en créant les deux premières usines de Maurice, l'une à Grand-Port et l'autre à Villebag. D'ailleurs, les premières machines destinées à l'usine de Villebag ont sombré malheureusement dans le naufrage du Saint-Géran en 1744, avec les objets cultuels destinés à la paroisse Saint-François, nouvellement créée par lui-même à Pamplemousse. Ce gouverneur va aussi doter le pays de la première église en pierre en 1737 sous le vocable de Saint-Louis. Ancêtre de notre actuelle cathédrale, ce sanctuaire se situait à la rue Royale et une plaque commémorative a été placée là où elle se trouvait, à savoir à l'actuel emplacement de la MCB. Il érige aussi deux hôpitaux dignes de ce nom. L'un abrite aujourd'hui le musée de l'esclavage. Justement, cette transformation de l'hôpital militaire, celui qui a construit la Bourdonnais, est comme une revanche sur l'histoire, car les grandes qualités de la Bourdonnais n'avaient d'égal que son manque d'humanisme et sa cruauté envers les esclaves. Aussi, il avait créé deux maréchaussées de noirs chasseurs d'esclaves qui avaient considérablement réduit le nombre de captifs marrons en quelques mois. Chaque contingent était composé de 24 esclaves fidèles à qui la Bourdonnais avait donné des uniformes, des armes et un salaire de topaze pour capturer et tuer leurs propres frères. Sous son administration, la population connaît une croissance considérable, passant de 800 à 3000 habitants, dont la majorité est composée d'esclaves de Madagascar et d'Afrique
qui assure dans la captivité le développement fulgurant du pays. En 10 ans, ils ont créé des routes, bâti des hôpitaux, des moulins à vent, des fortifications et autres hôtels du gouvernement. Ils ont aussi labouré les terres pour y cultiver le manioc et le maïs qu'avait d'ailleurs introduit la Bourdonnais, mais pas que ça. Le coton, l'indigo et autres légumes faisaient partie de toute cette panoplie de plants que la Bourdonnais a cultivé à Maurice. Et aussi, il ne faut pas oublier la canne à sucre. En une décennie, Mahe de la Bourdonnais avait relevé le défi de transformer le pays. Il y a connu la gloire, mais aussi le désespoir, lorsqu'il perdit en quelques semaines son épouse et son fils en 1738. Le reste repose à la cathédrale Saint-Louis. Il a aussi connu la morsure de l'injustice et de l'ignominie. Il avait pourtant vaincu les Anglais au siège de Madras. Enfin, accusé de trahison par son rival Joseph-François Dupleix pour avoir négocié une rançon des Anglais au lieu de marcher sur la ville en vainqueur sans cœur, il fut embastillé en 1748 pour être libéré en 1751. Mais sa santé était entamée et il meurt en 1753. Il aura, selon ses détracteurs, peut-être payé pour avoir été un gouverneur esclavagiste, mais une contextualisation qui tient en compte les complexités de l'époque m'épargne de toute idée de faire enlever son imposant statut de la place d'Armes à Port-Louis. Merci Finlay et bon dimanche à tous.